Bonjour, bienvenue dans MQ33 où nous allons regarder et expliquer quelques applications pour lesquelles vous allez avoir des documents à lire euh, et à étudier sur deux applications de l'effet tunnel. Première application, ce qu'on appelle le microscope à effet tunnel. Voilà, l'idée est la suivante. C'est d'utiliser une surface que l'on veut étudier. Ici, on a donc une surface, je dirais, extrêmement lisse, c'est-à-dire qui est formée par un plan réticulaire. C'est un plan réticulaire. Donc, déjà, ça veut dire qu'on a préparé la surface, c'est pas n'importe quoi. Et on va approcher de cette surface une pointe extrêmement fine, mais qui est pointue à l'échelle microscopique, c'est-à-dire formée de quelques atomes. Donc on a ici une pointe à l'échelle microscopique. Voilà, une pointe à l'échelle microscopique. Alors, on va s'intéresser à ce qui se passe ici. On amène cette pointe à une distance ici d de la surface, et le d il est réglable. Il est réglable, ce qui veut dire que ici il est question de quelques 0,1 nanomètres avec précision et que l'on peut faire varier. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Pour des électrons qui sont ici dans la zone 1, près de la surface, on va avoir dans cette zone-là, je dirais, eh bien, un puits de potentiel assez fort, comme ceci. Il y a une zone entre les deux qui a une largeur D, ici, pour lequel on est à l'extérieur. Et si on regarde ce qui se passe pour les électrons ayant atteint la zone 2, on va avoir un puits de potentiel qui n'a aucune raison d'avoir la même profondeur que l'autre, comme ceci. Et donc, en fait, nous avons pour les électrons qui sont à l'intérieur, qui sont ici de type 1, quelque part, eh bien, on va rechercher en fonction ici de 0 et d sur l'axe des x, en fonction des cas, finalement, eh bien, la probabilité, quelque chose qui va être proportionnel au facteur de transmission tel qu'on l'a défini. Et on voit que ce facteur de transmission, il est de toute façon bien exponentiellement décroissant avec la distance d, et en même temps, on peut faire varier, je dirais, la profondeur des puits avec une certaine différence de potentiel entre les deux, et de gérer d avec des cales piézoélectriques. Ce que l'on obtient, bien sûr, c'est quelque chose qui va être proportionnel à t, donc on mesure une grandeur G qui est proportionnelle à T. Donc, qui va dépendre, je dirais, de ceci. Alors, il y a deux sortes de microscopes à effet tunnel. Il y a ceux qui vont se débrouiller pour que le facteur T reste constant, et donc, selon l'endroit où on déplace la pointe, on va faire varier D, de manière à ce qu'on ait, je dirais, un T constant. Et puis, il y en a d'autres qui vont rester à la même distance D et qui vont enregistrer comment varie cette grandeur proportionnelle à T. Quoi qu'il en soit, on restitue une fausse image, que ce soit de la valeur de D pour que T soit constant, ou que ce soit la valeur de T à D constant lorsqu'on se déplace sur la surface, et on obtient inévitablement quelque chose qui va avoir un effet comme ceci, parce que quand on passe à proximité d'une zone où il y a des électrons autour d'un atome, évidemment D est plus petit que quand on est dans une zone entre deux atomes interatomiques, et à ce moment-là, si on est toujours au même D, T va chuter, ou alors on garde le même T, et on s'aperçoit à ce moment-là qu'il faut inévitablement diminuer D pour garder la même possibilité de transition. Voilà. Donc le microscope à effet tunnel utilise tout à fait ce système où on a une pointe microscopique devant une surface qui est un plan réticulaire. Donc, d'après ce que l'on
admet de la structure de la matière ici, on a une surface bosselée, où on a de temps en temps un atome, rien, et donc, quelque part, quand la pointe passe à proximité, quand on est au niveau d'un atome, eh bien, quelque part, on va avoir un T qui est plus grand, et quand on passe entre deux atomes, T va être plus petit, et ainsi de suite. Hein. Et donc, quelque part, on a une image de T, ou bien on va faire varier D en même temps qu'on déplace la pointe pour que T garde une valeur constante. Hein, et à ce moment-là, on s'aperçoit que quand on est près d'un atome, pour que T soit constant, il faut un peu le reculer. Et quand on est entre deux atomes, pour garder le même T, il faut vraiment descendre. Voilà. Et donc, ainsi de suite, on peut tracer soit l'un, soit l'autre. Hein, et on peut avoir de cette façon-là, je dirais, une représentation de la surface. Ce n'est absolument pas une photographie des atomes. C'est une représentation finalement de T. Hein, de T ou de D. Voilà. Et ça nous donne ces images que vous allez voir dans le document qui semblent refléter, je dirais, la présence des atomes. En fait, ça ne fait que refléter ce qui est T, ce qui est T étoile, rappelez-vous, c'est-à-dire la densité de probabilité de trouver la particule du côté 2, hein, lorsque nous avons une barrière de potentiel et que l'on regarde simplement ce carré complexe de fonctions d'onde. Voilà. Donc ceci, c'est la première application, c'est en fait le microscope à effet tunnel. Bien. Deuxième application, c'est tenter d'expliquer ce qui se passe dans la radioactivité alpha. On constate, on savait qu'il était possible d'avoir des noyaux qui étaient avec un nombre de nucléons A et un nombre de protons Z, et qu'ils pouvaient donner, de manière naturelle, eh bien, un autre élément chimique en perdant inévitablement 4 nucléons, en perdant inévitablement 2 protons, mais en donnant en plus un noyau d'hélium, He4, 2 ici, ce qu'on appelle une particule alpha, qui donc est chargée 2 fois positivement. Voilà. Donc, elle porte la charge, je dirais, plus 2. Voilà. Voilà. Donc, quelque part, on avait des résultats, nous connaissions des éléments chimiques qui donnaient lieu à ça, et ce qui était troublant, c'était que quel que soit le corps qui était radioactif alpha, on s'apercevait que toujours, eh bien, l'énergie cinétique de la particule alpha avait une valeur sensiblement toujours égale à E0, quelques même, et on ne trouvait pas d'explication. Voilà. Et l'explication, elle est venue en grande partie par l'effet tunnel. Je m'explique. Si on considère donc que la particule alpha était préexistante dans le noyau, lui, eh bien, je dirais, avait voilà, un creux de potentiel énorme. On avait donc notre particule alpha qui était ici, hein, un niveau d'énergie qui fait qu'elle ne sortait pas, et on a, dès qu'elle est sortie, une répulsion. Elle est chargée positivement, le noyau est chargé positivement. Hein, on va donc avoir quelque chose qui, une fois qu'on a atteint ceci, tend vers, je dirais, une valeur qui se veut être 0. Et donc, une particule alpha, même qui est ici, eh bien, voit une barrière de potentiel avant de se retrouver dehors. Et donc, on a ici ce facteur de transmission là qui est à calculer et qui est à estimer. Eh bien, c'est en faisant un modèle donc d'effet tunnel où la particule alpha va traverser cette zone dite impossible, de manière classique, par effet tunnel, c'est de calculer justement cette transmission et de voir qu'en fait, effectivement, ceci va expliquer que l'énergie cinétique des particules alpha est sensiblement une constante. Voilà. Et donc, vous allez avoir dans un document que je vais vous envoyer tout à l'heure, eh bien, à la fois le microscope à effet tunnel et la particule alpha. Il ne s'agit pas de se plonger dans tous les calculs, il s'agit d'avoir compris que l'on a une barrière de potentiel classiquement infranchissable, mais qui peut l'être de manière quantique avec une certaine probabilité, avec un certain facteur de transmission, et que ça va expliquer ce que l'on peut mesurer. Voilà, c'est tout pour ça.